Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans cette vidéo Mercato. Alors vous le voyez, un petit peu, un décor un peu différent. Mais j'ai ramené le matos, voilà, malgré tout. On va essayer de faire deux trois vidéos cette semaine. Et petit point, donc Mercato, et puis avec aussi un petit débrief quand même du match d'hier, vous le voyez. Cette défaite 2-0 contre le Nîmes Olympique. On va essayer d'en tirer deux trois enseignements. Évidemment, il n'y a pas grand-chose à en tirer, hein. Ça a été voilà, 45 minutes les titulaires, 45 minutes les remplaçants. Mais bon, voilà, il y a quand même deux trois choses à voir par rapport à ce match. Déjà, dans un premier temps, la compo. Voilà. Je vous parlerai évidemment du mercato par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc, la compo avec voilà, Ruben Blanco dans les cages. Quentin Malin, Balardi, Brassier, Meite en défense, Unai Kondogbia, Harit au milieu de terrain, Abdallah côté droit, Luis Enrique côté gauche et Faris Mombagna dans l'axe. Comme le dit Ambou, les lofters en PLS, effectivement, il n'y en a aucun. Voilà, bon, ça c'était un choix que l'on pouvait imaginer, hein, puisqu'il y avait une certaine logique de ne pas les mettre, hein, étant donné que ils ne font pas l'essence tactique. Si on doit retenir une image, j'aime bien celle-là, je vous l'avais vu dans l'intro, c'est celle de Léo Balerdi, capitaine. Voilà. J'avoue que celle-là, elle me fait plaisir et j'espère qu'il sera capitaine cette saison. Euh, même si, notamment Valentin Rongier doit revenir parce qu'on l'a vu sur quelques vidéos en train de recourir véritablement, donc il va peut-être revenir. Mais j'espère vraiment que Léo Balardi va être capitaine cette saison. Ça serait un vrai signe pour lui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Bon, très rapidement, déjà donc un 11 pour moi avec pas mal de joueurs au final qui ne seront pas là hein, contre Brest, hein, parce que vous prenez Balerdi Brassier. Et après, pour le reste, c'est soit sur le départ, soit des remplaçants sur le papier. Donc voilà, Hubert va arriver, Koné va arriver, Murillo rentre de vacances. Alors on a Quentin Merlin aussi, effectivement, qui peut être considéré comme un titulaire, même si, bon, on va pouvoir en discuter. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le point de vue individuel? Bon, déjà, bon, Balardi, hein, vous le voyez à l'écran, voilà, Balardi, propre, qui a bien alterné jeu court et jeu long. Voilà, donc c'était plutôt intéressant par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Un Quentin Merlin, donc effectivement, en phase offensive, qui réintégrait le milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'en fait, tactiquement, c'était donc un 3-2-4-1. Ouais, c'est ça, un 3-2-4-1 en phase offensive. Donc avec un Merlin qui intégrait le milieu à deux. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à. Et je sais que j'ai vu aussi cette comparaison à Guardiola lorsqu'il avait Zinchenko à City. Zinchenko rentrait souvent au milieu de terrain alors qu'il jouait de base sur le poste de latéral gauche. Donc voilà, Quentin Merlin, avoir ce rôle-là, bon, à voir, est-ce que ça peut durer? Est-ce qu'il en a la capacité? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Associé en tout cas au milieu de terrain, donc avec Kondogbia, je dis bien en phase offensive, hein, Kondogbia qui a été plutôt disponible. Voilà, bon, pas extraordinaire, mais plutôt, en tout cas, plutôt disponible. Et puis en phase défensive, on repassait dans le 4-2-3 assez traditionnel, donc du coup avec Merlin latéral gauche. Et puis donc Kondogbia et soit Harit, soit Unai qui venait l'aider au milieu de terrain. On restait sur ce 4-2-3-1, voilà, assez classique que l'on connaît. Unai, Harit, si on doit parler d'eux, j'ai trouvé très très haut tous les deux, un petit peu comme des numéros 10. Des ailiers qui ont été très très. Quand j'ai beaucoup dans la largeur, notamment le petit Abdallah, remuant, qui s'est pas caché. C'était intéressant. Bon, après, ça n'a pas été grandiose évidemment, hein, mais c'était plutôt pas mal. J'ai pas mal regardé Mombagna, et c'est parce que Mombagna, pourquoi? Parce qu'il y a cette. Comment dire? Il y a cette info qui est tombée, hein, disant que Mombagna était le chouchou de Roberto De Zerbi. Alors bon, pourquoi pas? Je vais pas. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que bon, pour le moment, techniquement, ça me paraît complexe quand même, hein. Voilà, ça me paraît assez complexe. On verra par la suite. Je pense qu'il doit bien aimer le côté buteur de Mombagna, mais pour le reste, va falloir quand même que ça soit un peu plus intéressant. Si on doit regarder plus collectivement,
On a vu déjà la patte de Zerbi avec des redoublements de passes, un gros pressing à la perte de la balle. Toujours des joueurs disponibles entre les lignes, proche du porteur du ballon. Je pense notamment à Unai qui a beaucoup demandé de ballon. L'idée c'est toujours d'avoir une solution lorsqu'on a le ballon. Bon après ça s'est pas transformé en but. Voilà, offensivement on a manqué de qualité. Mais on voit déjà quand même un petit peu un début d'idée. Donc c'était plutôt intéressant. Sur le but qu'on prend, bon, c'est quand même Brassier est un peu tendre. Hein, on va être gentil pour un match amical, mais il est très tendre sur le premier but hein, parce qu'il laisse tirer le buteur une première fois et puis une deuxième fois. Donc bon, voilà. Ruben Blanco a fait un arrêt, mais pas deux. Hein. Voilà, c'est Ruben Blanco. C'est méchant, non, mais c'est gratuit en plus. Non, mais voilà, c'est un numéro 2 qui coûte très cher, mais c'est un numéro 2. En deuxième mi-temps, bon, c'était les jeunes avec l'Irola. J'ai pas trouvé un jeune spécialement qui a fait la différence, honnêtement. Je pourrais vous parler évidemment de Sternal, parce que voilà, je l'ai regardé particulièrement, Bacola, Lafont. Mais il n'y en a pas un pour moi véritablement qui a marqué des points, au point de se dire, ouais, vraiment, lui, il faut le mettre, il faut lui donner plus de temps de jeu. À la limite, le meilleur des jeunes, c'était comme je vous dis, le petit Abdallah. Voilà, petit Abdallah qui a pas été mal. Voilà. Après, ce serait intéressant, par exemple, de voir Sternal avec le 11 de départ. Voilà, pourquoi pas. À la place de Luis Enrique qui peut-être n'a plus trop sa place ici, mais en tout cas, voilà, ça peut être intéressant. Voilà, à voir par la suite. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous montrer la composition d'équipe aussi, donc du coup, des remplaçants avec Van Eyck, Lirola, Niakossi, Daou, Soglo, Koum, hein, voilà, Soglo et Koum qui ont alterné sur le poste de latéral gauche, Bacola, Selami, Lafont, Muguet, Sternal et Ben Seguir. D'ailleurs, étonné de voir Ben Seguir parce que je pensais qu'il était en fin de contrat. Donc si vous avez des infos par rapport à ça, je suis preneur parce que pour moi, il devait partir. Hein. Donc voilà, le fait de le voir, ça m'a étonné. Voilà, en tout cas, par rapport à ce premier match, on va pas en tirer des conclusions non plus extraordinaires. Vous avez le programme ici. Mercredi, on joue 18h contre Toulon. Samedi, 18h contre Pau. Je pense que pour ces deux matchs-là, on peut s'attendre à peu près à la même chose, honnêtement. À mon avis, on va avoir du 45 minutes. Et ça partir du match Sunderland, on va avoir vraiment une équipe type qui va se dégager. Et puis avec les arrivées, déjà des recrues qui ont signé. Greenwood, évidemment, qui va commencer à jouer. Alors, Højbjerg, il rentre de vacances, donc à mon avis, il lui faut quand même une petite préparation. On est le 22 juillet, voilà. S'il joue le 3 août, je pense que ça sera pas mal. Et puis évidemment d'autres recrues, voilà, hein, dont on pourra parler juste après. Donc voilà, mais avant de parler des recrues, je vais quand même vous parler un petit peu des départs potentiels. Et le premier, c'est Samuel Gigot. Samuel Gigot du côté de Lille. Alors, je vous avais dit que c'était en très bonne voie. J'ai eu une info contraire hier. Qui est sortie. Alors, pas contraire, mais en tout cas en me disant que ça se complique. Le problème, il vient pas de Gigot, il vient pas de l'OM, il vient plutôt de Lille qui souhaite payer moins cher, tout simplement, le transfert de Samuel Gigot. Et ça, c'était pas forcément prévu du côté de l'OM. L'OM ne voudrait pas le vendre en dessous de 4 millions d'euros. Je rappelle qu'ils avaient un accord avec Trabzonspor aux alentours voilà, de 4 millions, 5 millions d'euros. Donc, ils ne voudraient pas le vendre à moins cher. Les négociations sont toujours en cours et Gigot a d'autres pistes. Et notamment c'est Julien Froment, journaliste à France Info qui nous en a parlé. Samuel Gigot a des pistes du côté de l'Arabie Saoudite. Une offre ferme pourrait intervenir prochainement. Évidemment, l'OM ne le retiendra pas. Voilà, bon, c'est pas le dossier le plus chaud du moment, mais en tout cas, c'est un dossier, je pense, qu'il peut quand même rapidement se faire parce qu'on parle pas de montant extraordinaire, hein, 4-5 millions d'euros. Normalement, voilà. Après, ça va être la volonté du joueur d'aller dans un championnat exotique ou de rester en Ligue 1. Et s'il veut rester en Ligue 1, eh bien, il va falloir trouver un club style Lille, il va falloir trouver un terrain d'entente. Donc, on verra comment ça se passe. Par contre, un des sujets chauds et un des transferts vraiment très très chauds, c'est celui d'Ismail Assar du côté de Crystal Palace. C'est Fabrizio Romano qui nous confirmait des infos qu'on avait eues juste avant. Donc voilà, Crystal Palace qui veut Ismail Assar, discussion en cours, mais l'OM a refusé une première offre. Il y a toujours des négociations. Sarr souhaite retourner en première ligue. Et une nouvelle proposition devrait être faite. Et en complément, j'ai indiqué, je réindiqué, parce que je l'avais déjà tweeté il y a quelques jours, que Fulham et Bournemouth étaient dessus. Je peux même rajouter que des clubs d'Arabie Saoudite sont aussi dessus.
Voilà, moi ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est parce que les dernières infos que j'ai eues, c'est-à-dire en début d'après-midi, là j'enregistre, il est 16h47, hein, donc voilà, en début d'après-midi, les infos que j'ai eues, c'était ça avance quand même plutôt bien avec Crystal Palace, ça devrait pouvoir se faire. Et on parle de montant, allez, aux alentours de 20 millions d'euros. Voilà, entre 18 et 20, ça serait bien. En tout cas, c'est ce que veut l'OM à l'instant T. Donc à voir. Voilà, à voir comment ça va se goupiller. Mais ça devrait quand même se faire. Voilà. On va parler des arrivées. Et évidemment, quand même, la petite vidéo de Pierre-Emile Holberg. Voilà, je vais vous la montrer avec le son. Avec le son, hop, voilà. Voilà, donc Pierre-Emile Holberg qui donc arrive, accompagné de Fabrizio Ravanelli, les Fumis, voilà, il arrive en famille, c'est très bien. C'est plutôt sympathique hein, d'avoir ce genre d'arrivée. Et je salue d'ailleurs Melissa Johan, hein, le compte Twitter qui a posté ça. Ils sont très réactifs, voilà, attention. Ils prennent des photos avec les joueurs, voilà, avec Heuberg à l'hôtel notamment. Ils ont réussi à l'avoir à l'hôtel, aussi Mehdi Benassia. Voilà, n'hésitez pas à les suivre parce que franchement, ils sont très réactifs, ils sont très très bons, ils sont assez marrants. Je les salue, j'ai eu l'occasion de parler avec eux, donc voilà. Je les salue et n'hésitez pas à les suivre sur Twitter. Pour revenir sur des données un peu plus statistiques, alors lui aussi, je vous invite à le suivre et je vous promets, j'ai pas de partenariat avec lui du tout, mais pas du tout. Et d'ailleurs, il faudrait que je lui dise parce que je parle souvent de lui parce que j'ai déjà discuté avec lui. Mais voilà, mais c'est le compte DataScout qui est vraiment toujours très intéressant. Il y a vraiment toujours de très très bonnes infos. Et là, il a fait un long tweet hier pour vous donner les qualités, les défauts de Pierre-Emile Holberg et puis surtout, voilà, des données, des stats, beaucoup de stats, des comparaisons. J'aime beaucoup par exemple celui-là sur la saison 2022-2023. Pourquoi cette saison-là? Parce que c'est la saison où il était titulaire l'année dernière, je rappelle. Il a été remplaçant, il a joué que 8 matchs titulaires, donc c'est vrai que les stats sont un peu biaisés par rapport à la saison dernière. Donc voilà, et je rappelle, plus la barre est remplie, plus elle est dans le vert, de toute façon, plus c'est bon signe, ça veut dire que le joueur est intéressant. Et c'est en comparaison voilà, des milieux centraux de première ligue. Voilà, tout est indiqué, c'est très très clair, c'est très très précis. Donc voilà, moi vraiment je vous invite à suivre ce compte qui est très intéressant. Et vous voyez là, il a fait un long comparatif. Et il y a notamment quelque chose aussi, alors j'ai la comparation avec Rodri, je vous l'avais déjà montré, mais c'est notamment celle voilà, avec Valentin Rongier, assez intéressante. Le Valentin Rongier, si jamais on doit avoir une paire Rongier-Heuberg, pourquoi pas, parce qu'on voit que c'est plutôt complémentaire, même si ça manquerait peut-être un petit peu de créativité devant. Par contre, une qui va fonctionner, voilà, c'est celle avec Ismaël Koné. Toujours pareil, les stats donc de Heuberg lorsqu'il était titulaire, avec les stats de Koné la saison dernière. Voilà, on voit une vraie complémentarité avec un Heuberg quand même qui est quand même un peu plus, voilà, un peu plus intéressant. Et il le dit, voilà, dans son tweet, on devrait avoir un Heuberg dans un rôle un petit peu plus reculé, où il pourra faire parler sa séquence du placement défensif, et un Koné, lui, qui pourra se concentrer un peu plus sur le travail offensif. Voilà, je pense qu'on peut être amené à avoir ce type de milieu. Attention aussi, parce que là, on cherche encore un milieu de terrain, donc à voir, est-ce que c'est un milieu de terrain titulaire à ce moment-là, à mettre avec Heuberg, et ce serait Koné qui serait plutôt remplaçant, ou alors un milieu plutôt remplaçant, à voir un petit peu ce que cherche l'Olympique de Marseille. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je pouvais vous dire. Petite réaction assez marrante que j'ai trouvée d'un supporter de Tottenham qui dit: on s'est fait voler un petit peu voilà, sur le prix du transfert, hein, 13 millions d'euros, c'est vrai que c'est pas très cher par rapport au fait qu'il était coté à 18 millions d'euros. Et voilà, je vous rappelais un tweet que j'avais fait en vous indiquant voilà, que Roberto De Zerbi commençait un peu à s'impatienter. Alors c'était un tweet que j'avais fait avant que l'OM signe Greenwood et Heuberg, et qui réclamait plusieurs recrues d'ici les 2 prochaines semaines. Donc on a eu Greenwood et Heuberg. Et puis il y a d'autres dossiers qui sont chauds. Je vous parle d'Enketia, de Wang, de Carboni. Il y a aussi Alexis Sanchez, j'en parle pas là, mais il est aussi présent. Et puis il y a le chef du gardien. Et on va parler d'ailleurs
du dossier de Nketiah et du gardien, et notamment du dossier Nketiah, puisque l'équipe nous a indiqué que l'OM travaillait avec Arsenal sur un prêt avec option d'achat obligatoire pour Eddie Nketiah. Et ça, c'est une info, si vous nous suivez, que vous avez déjà, puisque je vous en parlais le 17 juillet, comme quoi, effectivement, voilà, l'Olympique de Marseille voulait dans un premier temps un prêt avec option d'achat. Alors, non obligatoire, c'est ce qui était voulu au départ, mais évidemment, ça a été refusé par Arsenal. Donc après, l'OM a proposé un prêt avec option d'achat obligatoire en cas de podium. L'OM propose au total, entre le prêt payant et l'option d'achat, c'est au total, on va dire, 20 millions d'euros. Arsenal, pour le moment, est plus sur un 30 millions d'euros et avec une option d'achat automatique. On me dit que ça avance bien. Voilà. Encore donc cet après-midi, on me dit que ça avance bien, que c'est plutôt chaud. Alors, il est parti là en stage avec Arsenal du côté des États-Unis, mais ça ne change pas grand-chose de l'intérêt de l'Olympique de Marseille. Je pense même que ça peut se débloquer cette semaine. Voilà. Je pense à mon avis que ça peut se débloquer cette semaine. Un transfert aux alentours de 25 millions d'euros. Il faut voir après la forme. Est-ce que ce serait un prêt ou est-ce que ce serait un transfert sec? Ça, c'est aux deux clubs de s'arranger, mais les deux clubs s'entendent bien. Ils ont déjà eu des négociations avec Arsenal qui sont très bien passées. Après, Arsenal, attention, ils ont été beaucoup critiqués sur les ventes récemment par leurs supporters, notamment sur les faibles montants. Donc, ils aimeraient, voilà, pourquoi pas, peut-être montrer que Nketiah ne sera pas en dessous de 30 millions d'euros. Bon, après, ça reste de la communication, mais ça peut rentrer en compte. Voilà. Et puis, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était le sujet du gardien. Et je vous montre l'article de l'équipe. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont fait un tout petit point par rapport au gardien. Notamment, voilà, donc l'OM a renoncé à Alvaro Valles, comme je vous l'avais, comme on vous l'a annoncé. Apprécie toujours le dossier Philippe Jurgensen, mais c'est très cher. Et puis, la direction a étudié le dossier Szczęsny, qui doit partir de la Juventus, mais le Polonais de 34 ans n'a pas fait l'unanimité. Et la dernière phrase qui est plutôt intéressante, au-delà du fait que Szczęsny, parce qu'effectivement, c'est pas une piste qui est allée très très loin, c'est surtout le fait de dire que l'OM cherche plutôt un gardien en développement capable d'être modelé par De Zerbi. Donc ça veut quand même dire une chose, c'est-à-dire que l'Olympique de Marseille cherche vraiment un gardien jeune, idéalement, et capable justement de lui apprendre le style de Zerbi. Je vous rappelle, je vous avais parlé notamment il y a quelques temps de la piste Elia Caprile, gardien du Napoli, qui est cette saison normalement remplaçant, qui a été prêté la saison dernière du côté d'Empoli, c'était très bien passé. Il y avait un intérêt. Alors après, j'ai pas eu plus de nouvelles puisque j'avais vu passer qu'il devait prolonger Napoli et que Conte comptait sur lui. Voilà, j'ai même pas fait exprès. Donc voilà, mais bon, on le sait, tout est possible. Donc je serais pas étonné de voir ce nom-là ou un autre, en tout cas un jeune gardien arriver. Sans oublier quand même qu'il y a toujours la piste Brice Samba qui est toujours là, qui est toujours d'actualité. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est quand même par rapport à Mason Greenwood. Pourquoi? Parce qu'on a un article du Télégraphe qui est sorti pour nous donner un petit peu plus les détails par rapport à cette opération. Et on voit quand même qu'il y a des choses un petit peu différentes. Donc on parle d'un transfert de 31,5 millions d'euros, bonus inclus, avec une base donc de 23,5 millions d'euros et 8 millions de bonus. Donc déjà, c'est un petit peu différent des chiffres qu'on avait eu, notamment par Fabrizio Romano, qui nous parlait de 27 plus 4. Là, on est sur 23 plus 8. Voilà. Sur les 8 millions de bonus négociés par l'Olympique de Marseille, Manchester récupérera 4 millions donc sur ces 8 millions, Manchester récupérera les 4 millions si Greenwood fait au moins 3 saisons à l'Olympique de Marseille. Donc si Greenwood fait 3 saisons ou plus, on devra payer les 4 millions prévus dans les bonus. Les 4 autres millions sont liés aux performances, ça va être le nombre de buts, le nombre de passes D, le nombre de matchs, potentiellement peut-être une qualification Ligue des Champions, enfin voilà. Tout plein de choses qui rajouteront des bonus, voilà. Mais en tout cas, à l'instant T, si on reste à l'instant T, pour le moment, c'est 23,5 millions d'euros. Dans l'esprit des gens, ça va être 31 millions d'euros, ça va être toujours comme Vitinha, mais n'oubliez jamais que les bonus, ça reste des bonus. Voilà, c'est pas la part fixe. La part fixe, aujourd'hui, elle est à 23,5 millions d'euros. Payable en 5 fois, ou 4 ou 5 fois, ça dépend comment Manchester s'est arrangé avec l'OM. Mais donc voilà. Voilà aussi pourquoi on arrive à faire un transfert de ce type. Il y a bien la clause à 50% par rapport au pourcentage à la revente. Et il y a une clause de rachat donc, que Manchester United a mis. Mais bon, l'article de Télégraphe dit que voilà, il y a
n'y a quasiment aucune chance de le faire revenir. L'intérêt serait... Alors, la traduction serait uniquement de se faire du pognon sur son dos. Oui, voilà, vous avez compris l'idée. Prendre la clause pour le revendre dans la foulée. C'est à voir évidemment. Si jamais il y a une énorme offre qui tombe, évidemment que là, peut-être que Manchester United va déclencher la clause de rachat pour pouvoir le racheter et directement eux-mêmes le vendre. Voilà, si ça leur revient, c'est plus intéressant pour eux. Ils le feront, voilà. Et pour finir, l'article en question indique qu'il y a 3 offres officielles. Il y a eu 3 offres officielles, pardon. La Lazio, Valence et nous. Et qu'on était la meilleure offre. Il y avait des intérêts aussi de gros clubs. Mais Greenwood a choisi l'Olympique de Marseille dès le départ, voilà, puisqu'il a aussi beaucoup aimé, notamment ce qu'a dit le coach Roberto De Zerbi. Il a la volonté de le faire jouer. On verra en tout cas. Je vous le mets en grand écran pour finir. On verra si il sera là pour le match contre Toulon. Je sais qu'il s'était un peu entraîné avec Manchester, ou en tout cas un peu à part. Donc à voir s'il jouera 45 minutes, ou s'il sera sur le banc, ou s'il rentrera. On verra comment ça se passe. Voilà, c'était un petit point mercato. Alors, pas énormément d'infos nouvelles, si ce n'est des petites confirmations par-ci par-là. Il y a aussi la piste Carboni qui avance. La piste Alex Sanchez aussi, on m'en a reparlé. Voilà, donc je vous le dis, ça peut tomber à n'importe quel moment. La priorité, en tout cas, des dirigeants, ça reste pour cette semaine, je pense, de faire le numéro 9, donc Nketiah, et le gardien de but. Voilà. Il faut régler cette histoire du gardien de but parce qu'on a toujours Lopez qui est là, mais qui est mis de côté. Voilà. Et puis en termes de départ, comme je dis, Ismail Assar, je pense que le dossier Chancel Mbemba aussi va à un moment donné se débloquer, comme celui de Jordan Verretou. Voilà, je pense que ça va pas trop traîner. Donc on peut s'attendre encore à pas mal de mouvements cette semaine. On sera là, évidemment. Pour récapituler tout ça, je vous ferai une vidéo mercredi s'il y a des grosses infos qui tombent. Ou voire même peut-être... alors demain non, mais mercredi. Et si rien n'est tombé, je vous ferai plutôt la vidéo jeudi, après le match contre Toulon. Comme ça, on fera un peu le même principe. Première partie, débrief du match. Et deuxième partie, les infos mercato. Je vous dis bon début de semaine à tout le monde. Et puis surtout, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.